François Baroin, nous avons été rejoints sur ce plateau par Elisabeth Guigou. Bonsoir Madame Guigou. Bonsoir. Vous avez réagi au nom du Parti Socialiste et au nom de François Hollande à l'accord de Bruxelles en disant que c'était un mauvais accord. Sur quels points centraux, on verra dans les détails ensuite, mais sur quels points centraux le trouvez-vous si mauvais? Il n'y a aucun soutien à la croissance. C'est le principal problème. On sait très bien qu'avec la récession, on n'arrivera pas à résoudre les problèmes de déficit et de dette, sans parler du chômage. Deuxièmement, il n'y a pas de solidarité. Rien, il n'y a pas de taxe, par exemple, financière sur les banques et les institutions financières. Il n'y a pas de solidarité réelle, pas d'eurobond. Et troisièmement, il n'y a pas de légitimité démocratique. Ça fait beaucoup quand même. Et je trouve que on a... ce qui m'a un peu choquée, même beaucoup, une des choses que vous avez dites tout à l'heure, vous avez dit, nous, on a fait ce qu'il fallait faire, mais c'est la zone euro. Je trouve que mettre toute la responsabilité de ce qui nous arrive sur l'euro et sur l'Europe, je trouve ça irresponsable, parce que c'est comme ça qu'on plombe l'Europe dans l'idée des gens. Or, on sait très bien qu'on en a besoin. François Baroin. C'est un peu exagéré ce que vous dites, madame, sur la responsabilité collective. C'est un fait. C'est un fait qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble de la zone euro qui est questionné. Vous avez été ministre des Affaires européennes, vous avez été négociatrice sur un certain nombre de sujets, vous connaissez ces matières. Et vous savez que cette crise, elle est inédite. Comme je le disais tout à l'heure, il y a 3 ans, détenir des titres d'État, de dette d'État, c'était quelque chose de rassurant. Aujourd'hui, c'est un facteur de risque. Les marchés se sont retirés, ils doutent. Donc ce que nous devons, c'est restaurer la confiance. Cet accord, il est puissant parce qu'il répond point par point aux interrogations qui ont été soulevées. Vous dites qu'il n'y a rien sur l'économie, c'est faux. La Banque Centrale Européenne a pris une initiative, justement, de permettre aux banques d'avoir un accès aux liquidités pendant 3 ans. Je termine juste pour dire ce que ça a comme conséquence sur le plan économique. Ça permet aux banques, et notamment aux banques françaises, de maintenir l'irrigation pour l'activité économique des entreprises ou des particuliers. Nous avons aujourd'hui 5% d'augmentation de l'accès au crédit, malgré tout ce que l'on peut entendre ou lire ici ou là. Nous le garantissons. Donc nous stabilisons la croissance convalescente aujourd'hui et nous donnons les moyens de rebondir. Sur les autres sujets, sur l'aspect des eurobonds, qui est en fait le projet socialiste pour répondre à cette problématique. La France, Nicolas Sarkozy, le gouvernement... Je vous parlerai de nos propositions. Parce oui, que, mais vous avez parlé des eurobonds. Peut-être un mot, puisque c'est un point qui a été en débat. Il n'y a pas que ça. La France, Nicolas Sarkozy, nous n'avons jamais été hostiles à ce principe des eurobonds. Simplement, il y a un ordre des facteurs. Nous considérons que ça ne peut pas être un préalable. Et pourquoi? C'est la France et l'Allemagne, aujourd'hui, qui, avec leur triple A, garantissent l'ensemble de la solidarité au sein de l'Europe, en tout cas une bonne partie sur le plan budgétaire. Si nous mutualisons, si nous faisons les eurobonds, ça veut dire que nous affaiblissons en l'état actuel du niveau de déficit de tous les pays de la zone euro, l'ensemble de la France et de l'Allemagne réunis. Donc ce sera sûrement la conclusion, mais ça ne peut pas être le préalable. Ce que fait la Banque Centrale Européenne vis-à-vis des banques, des prêts, et la baisse de son taux directeur. Bon, très bien. Mais vous, qu'est-ce que vous allez demander aux banques françaises en contrepartie de cette aide que leur apporte la Banque Centrale Européenne et qu'elle n'apporte pas aux États, puisqu'elle a refusé. Oui, ben écoutez, tous les indicateurs et tous les contacts que nous avons, aussi bien dans les petites et moyennes entreprises, mais pas seulement, montrent que le robinet du crédit se ferme. Alors, qu'est-ce que vous allez exiger des banques en contrepartie du fait qu'il n'y a aucune taxe sur les institutions financières, que le robinet du crédit se ferme petit à petit, que les entreprises françaises qui travaillent en dollars, parce que heureusement, on a quand même des entreprises qui exportent, qui ont des activités à l'étranger, ne peuvent plus se financer en dollars. C'est terminé. Ça n'est plus vrai. Donc, depuis 15 jours. Qu'est-ce que vous allez demander aux banques? Vous êtes ministre des Finances. Moi, je vous demande des contreparties. Et qu'est-ce que vous allez présenter au Parlement là-dessus? Parce que c'est important quand même. Sur l'accès au dollar, c'est vrai, à la sortie de l'été, les fonds américains se sont retirés. Du coup, les banques françaises et européennes n'avaient plus d'accès au dollar pour financer l'investissement international et notamment l'exportation. Ça n'est plus vrai depuis 3 semaines. Les banques centrales ont coordonné leurs actions et favorisent justement l'échange de devises. Donc cette problématique-là est derrière nous. Et la question justement soulevée par la BCE la semaine dernière est une question importante puisqu'elle permet d'avoir de la profondeur de champ. Sur les chiffres, l'augmentation est de 5% en moyenne d'accès au crédit sur l'année, au cours des 12 derniers mois. C'est 4 points de plus que la zone euro. Et ce que nous faisons, c'est que nous avons mis en place les dispositifs qui ont bien marché en 2009, avec la restauration du médiateur de crédit, avec une mobilisation complète de tous les acteurs dans les bassins de territoire pour, en effet, être attentifs à ce qu'il n'y ait pas un ralentissement.
Il n'y a pas d'économie sans banque. Et il n'y a pas de banque sans crédit. Et c'est le crédit qui, dans un modèle économique comme le nôtre, permet justement de maintenir la croissance. Dans ce que vous dites maintenant, ce que vous avez dit tout à l'heure, dont j'ai entendu une partie, c'était dans le taxi, c'est que vous pratiquez vraiment la méthode Coué, c'est-à-dire que vous en appelez à la confiance, hein, mais en réalité, depuis 10 ans quand même que vous êtes là, vous et vos amis. Depuis 10 ans, c'est l'insécurité qui est là. Or, c'est pas en pratiquant la méthode Coué que vous allez rétablir la confiance. C'est en soutenant la croissance. Il n'y a rien que des mots, hein, aucun engagement précis dans cet accord. Il y a, en termes d'engagement précis, il n'y a que la course à l'austérité. Ça, c'est clair. À propos de la confiance, vous allez pouvoir répondre, mais l'analyse socialiste consistait à dire il ne s'est rien passé, cette crise n'a pas existé, il n'y a pas de problème de dette ou de déficit. Au fond, c'est quand même ça. Pas du tout. Et vous proposez un choc fiscal, ce qui a été proposé par le Sénat. J'ai une question pour tous les deux. Nous voulons réduire vous ne prenez pas la mesure de ce qui se passe. Nous voulons réduire les déficits et la dette. François Hollande a pris un engagement clair. En augmentant le nombre des fonctionnaires dans l'éducation nationale. De respecter le 3% de déficit dès 2013 et de tendre vers l'équilibre, d'avoir l'équilibre en 2017. Donc ça, c'est parfaitement clair. J'ai une question à tous les deux. La France est endettée aujourd'hui, vous le savez, à hauteur de 1700 milliards d'euros et les responsabilités sont partagées entre la gauche et la droite. Écoutez, sur 30 ans, il y a eu une... Écoutez, mais on peut après retrouver je vais rectifier ce que vous venez de dire. Depuis 10 ans, que la droite est là, les déficits ont été multipliés par 3 et la dette par 2. Oui, mais voilà la réalité. Enfin, on ne va pas se lancer dans un débat. Moi, je voudrais comprendre juste une chose. Pourquoi vous ne vous mettez pas d'accord, si vous voulez rétablir la confiance, le Parti socialiste et la majorité actuelle, sur une règle d'or qui soit compatible avec les exigences du Parti socialiste pour la majorité et le Parti socialiste, même si effectivement il y a une majorité qui est au pouvoir, te dire ok, sur un sujet comme ça, on peut arriver à un consensus. Pourquoi n'y arriver pas? Ce serait le meilleur moyen d'arriver à un rapport de confiance sur ce sujet. Vous pensez que c'est une malice? Pourquoi? C'est vrai que c'est une bonne question. Pourquoi ne venez-vous pas sur ce chemin qui sera imposé dans tous les pays européens? Pourquoi les socialistes allemands l'ont-ils voté? Pourquoi vous le refusez? Pourquoi vous considérez que ça n'est pas le sens de l'intérêt général? Pourquoi François Hollande, qui ne détaille pas son programme, qui ne détaille pas son plan de retour à l'équilibre, refuse cette main tendue? On vous a posé une question, on m'a posé une question moi aussi, donc c'est moi répondre. Mais nous sommes pour. Si vous venez, nous sommes pour. Eh bien, nous sommes contre ce piège grossier, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un piège politicien grossier. Premièrement, parce que la règle d'or, elle existe depuis 20 ans dans le traité. Ce traité que vous avez bafoué, parce qu'à partir de 2003, vous n'avez plus respecté ni les règles de 3% de déficit, ni la règle de 60%. Deuxièmement, vous avez introduit une règle d'or, deuxième règle d'or, alors que le traité aurait suffi puisqu'il a une valeur juridique supérieure à la Constitution. En 2008, quand vous avez fait réviser la Constitution, dans l'article 34, vous avez introduit une deuxième règle d'or pour dire qu'il y aura des lois de programmation pluriannuelles pour respecter les équilibres de finances publiques. Deuxième règle d'or d'affichage qui n'a jamais été respectée. Alors maintenant, vous voulez nous faire voter une troisième règle d'or d'affichage. Moi, je vous renvoie la chose. Je vous dis, respectez les engagements que notre pays a pris depuis 20 ans dans le traité. D'ailleurs, si on les avait respectés, on n'en serait pas là. Mais madame, c'est un discours du passé. Ça, c'est un discours qui était peut-être valable en 2007. La révision constitutionnelle, je ne sais pas si vous l'avez voté ou pas, je pense que non. Jacques Lang l'avait fait, lui, fixe un objectif avec des lois de programmation de finances publiques. Vous ne pouvez pas dire que ça n'a pas été respecté. J'étais moi-même ministre du budget, j'en ai fait voter une l'an dernier qui fixe une trajectoire. Et cette trajectoire nous fixe des rendez-vous. Et la règle d'or dont nous parlons, c'est la valeur dans la norme la plus élevée de notre loi fondamentale qui sera partagée par tous les pays. C'est-à-dire c'est un rendez-vous, une date, des niveaux de déficit avec des contrôles. Les socialistes espagnols, M. Zapatero, un homme courageux qui est tombé au champ d'honneur parce qu'il a servi l'intérêt général, a entraîné la droite à l'époque dans l'opposition sur le chemin de l'intérêt général. Madame Merkel, de droite, fait voter les socialistes allemands sur cette règle d'or. Cette règle d'or, elle sera dans les traités, elle sera dans l'intergouvernemental, elle s'appliquera quels que soient les résultats de l'élection présidentielle. Pourquoi ne le votez-vous pas maintenant, puisque vous serez de toute façon obligé de le voter, ou en tout cas de vous prononcer. Lorsque nous serons en responsabilité, nous respecterons les accords européens. Voilà. Donc ça, c'est politicien. Alors, et François Hollande, d'ailleurs, en a pris... Ça, c'est politicien. Là, on a pris l'engagement. Vous dites non aujourd'hui, mais oui dans 6 mois. S'il faut, dans le traité, enfin, dans l'accord
parce que ce n'est pas un traité, c'est un accord intergouvernemental. Ce n'est pas encore un traité, peut-être ce le sera un jour. On dit sous une règle constitutionnelle ou équivalente. Eh bien, je considère que la loi de programmation pluriannuelle, qui a été introduite par vous dans la Constitution en 2008, c'est un engagement équivalent, c'est un engagement constitutionnel, et s'il faut lui donner encore plus de force en faisant une loi organique, nous sommes prêts à le faire. Mais certainement pas à aller au Congrès, comme l'a proposé M. Sarkozy au Congrès du Parlement à Versailles, pour entériner une deuxième modification de la Constitution qui nous paraît inutile parce que nous refusons une règle d'or d'affichage. Ce que nous voulons, c'est effectivement respecter, comme nous l'avons fait d'ailleurs sous le gouvernement Jospin, je le rappelle, nous avons respecté les règles européennes. Nous sommes même rentrés dans les clous alors que le gouvernement Juppé en était sorti. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu la dissolution que vous avez qualifiée d'effraction l'autre jour. Pour comprendre précisément, si François Hollande remporte l'élection présidentielle et si donc la gauche détient la majorité également à l'Assemblée nationale, est-ce que vous accepterez de voter le texte tel qu'il a été conçu à Bruxelles, c'est-à-dire appliquant une règle d'or supplémentaire, fixant un niveau de déficit structurel maximum ou pas? Attendez, qu'est-ce qui a été voté de plus par rapport au traité? Je ne sais pas, je vous pose la question pour... Il y a déjà, dans le traité, depuis le traité de Maastricht, mais amélioré par le traité de Lisbonne, que vous avez présenté, il y a déjà une procédure pour déficit excessif. Ce qui a été ajouté là, c'est le fait qu'il y aurait des sanctions avec une règle de majorité plus forte. Bon. Donc la règle du 3% et du 60%, elle est de toute façon là et nous sommes décidés, nous en avons pris l'engagement à le respecter. Voilà. Et donc, nous ne sortirons pas de ça. Mais il n'y a aucune raison que nous acceptions d'aller au Congrès du Parlement pour modifier une nouvelle fois la Constitution, alors qu'elle a déjà été modifiée, et pour simplement que M. Sarkozy engrange un vote d'union nationale sur une politique que nous critiquons, car... Mais en quoi ça vous gêne, un vote d'union nationale? Les autres pays le font, la situation elle est sérieuse, madame. Je vais vous dire pourquoi ça me gêne. Parce que le jour où vous accepterez de supprimer les avantages fiscaux absolument injustifiés qui ont été accordés par vos gouvernements, la baisse de l'impôt sur la fortune, la baisse de l'impôt sur les grosses successions, la niche Copé, 22 milliards, excusez du peu. Le jour où vous accepterez ça, alors on pourra peut-être commencer à parler, comme ça se passe ailleurs. Mais le problème, c'est que vous demandez des efforts toujours aux mêmes, sans rien demander d'ailleurs à ceux qui sont responsables de là où nous sommes. Et quand vous dites confiance, mais alors il faudrait commencer par dire sur qui les efforts vont porter. Or, jusqu'à présent, vous n'avez fait que comprimer les dépenses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut être très rigoureux. Mais il aurait fallu aussi supprimer celles des niches fiscales qui n'apportent rien à l'économie, qui n'apportent rien à l'investissement, qui n'apportent rien à la croissance et qui ne font qu'accentuer les inégalités. François Baroin va vous répondre d'abord sur la règle d'or rapidement, puis là on passe au débat donc sur la politique économique qui pourrait être menée en France. Allez-y. Bon, moi, je pense que malheureusement pour le Parti Socialiste et pour François Hollande, c'est une position qui n'est pas tenable. Elle n'est pas tenable parce que d'abord, on ne peut pas dire on sera à 3% de déficit sans dire comment. Et on ne peut pas le faire avec le projet qui est caduc, ce projet socialiste. On récupère 50 milliards sur les 75 milliards. On récupère 50 milliards de niche fiscale. Non, il faut faire en quelque sorte un Bad Godesberg d'une référence politique pour une remise en cause de ses propres idées. Vous ne pouvez pas dire on sera à 3% de déficit en ramenant la réforme des retraites à 60 ans. Ça fait 30 milliards d'un coup d'un seul, vous n'y serez jamais. Vous ne pouvez pas le faire en proposant 60 000 créations d'emplois de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Ça représente à l'échelle d'un cycle de vie de fonctionnaires 115 milliards, c'est plus de 5 points de PIB, c'est intenable, donc ça n'est pas sérieux. Le projet n'est pas sérieux, et cette position qui est une posture politique, vous venez de le dire, puisque vous dites supprimer des mesures qui ont été prises, et dans ce cas-là, on vous verra. Non, vous serez de toute façon au rendez-vous de la responsabilité européenne, ce sera une norme et sous une forme ou sous une autre, vous serez obligé de voter. Vous aurez début janvier le projet présidentiel de François Hollande. Qui n'est donc pas celui qui a été proposé pour les primaires socialistes. Il y a le projet du Parti socialiste qui certainement comporte des grandes lignes, qui sont celles évidemment qui unissent tous les socialistes, et ensuite il y aura
le projet de notre candidat à la présidence de la République. Ce projet sera cohérent, je dis bien cohérent, avec les engagements qui ont été pris par notre candidat de restaurer les équilibres, comme nous l'avons fait chaque fois que nous avons été au pouvoir, et comme chaque fois que vous avez été au pouvoir, vous les avez explosés. Donc, nous ferons, mais nous ferons certainement pas la même chose que vous, parce que c'est pas en organisant cette course à l'austérité que vous allez réduire le déficit et la dette. Déjà, on voit très bien, vos prévisions de croissance sont nulles et non avenues, puisque tout le monde sait très bien que nous aurons une prévision de croissance notre prévision de croissance de 1% sur lesquelles est fondé le budget 2012 ne se réalisera pas. Donc moi, je vous retourne la question, comment est-ce que vous allez faire avec une croissance qui sera voisine de 0 pour réaliser, respecter les engagements que vous avez pris? Parce qu'il a beaucoup de retard dans le temps de parole. Voilà. On a déjà répondu dans la première partie de la question, mais je vais vous le dire, vous savez qu'il y a 6 milliards de réserves de précaution et nous avons il en aussi... faudrait 8 ou 10. Vous le dites, Oui. nous parions en effet sur le rétablissement de la confiance. Il y a un ralentissement, on s'adaptera, nous l'avons démontré. D'ailleurs, vous n'avez jamais voté. Et pour terminer sur la règle d'or, le Sénat a basculé à gauche, c'est un fait. Le Congrès, vous le critiquez, mais c'est le mode constitutionnel pour modifier notre constitution en la matière, sauf à choisir un référendum. Mais le Congrès est ce qu'il y a de plus simple. Et nous ne le ferons pas si le Parti socialiste n'y veut pas, parce qu'on n'aura pas la majorité des 3/5. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à demander le soutien des socialistes, qui n'est pas un soutien pour Nicolas Sarkozy, qui peut le croire, qui n'est pas un soutien du Parti socialiste sur tout ce que le gouvernement propose, qui est un esprit d'union nationale. Il n'y a pas de honte à aller sur l'union nationale et nous retrouver sur des débats. Nous retrouver sur supprimer les niches fiscales et on pourra en parler. Madame, nous avons des désaccords sur tous ces points. Nous avons des désaccords, mais nous pouvons avoir des débats sur des points et être en accord sur une règle d'or. Au Sénat, justement, la majorité socialiste fait un certain nombre de propositions et de propositions de loi, de propositions d'amendements qui sont très intéressantes et que vous pourriez reprendre à votre compte. Je ne sais pas, rétablissement de l'ISF dans sa formule précédente, suppression de la loi TEPA, des derniers éléments de la loi TEPA et un certain nombre de propositions. Tout est à jeter. Il n'y a rien dans l'offensive du Parti socialiste qui sur des mesures budgétaires proposées au Sénat, c'est un choc fiscal de l'ordre de 30 à 45 milliards, quelque chose comme ça. Un choc fiscal. Notre économie ne peut pas supporter un choc fiscal de 30 à 45 milliards. Mais ça veut dire que l'Union nationale, elle ne serait que ce serait uniquement le Parti socialiste qui devrait aller vers la règle d'or sans que la majorité actuelle accepte un certain nombre de propositions. Il y a des points sur lesquels il peut y avoir des convergences. Il n'y en a pas eu sur la réforme des droits de succession. Il n'y en a pas eu. Les successions, 97%. Des successions sont des successions qui correspondent à peu près au taux moyen de la fortune des Français. Ça a été un avantage considérable pour une immense majorité de Français de considérer que l'État ne prélevait pas sur un projet de leur vie de transmettre quelque chose à leurs enfants. C'est satisfaisant pour la très large majorité. Et les autres ont été corrigés dans la réforme de l'ISF que j'ai portée comme ministre du Budget. L'ISF a été maintenu et au lieu de le payer au moment de sa vie, on le paye au moment de la succession, justement. Elles ont été renforcées. Donc on ne peut pas dire tout et son contraire. En tout cas, on ne peut pas dire ce qui n'est pas la réalité. Non, mais bon, je crois que faites penser, vous savez, à ces pompiers pyromanes qui ont créé une situation dans laquelle non seulement les déficits et la dette ont explosé, mais ensuite dans lesquels vous avez marginalisé complètement les institutions européennes parce qu'on n'a pas parlé de manque de légitimité démocratique de cet accord. Ça va finir quand même par poser un problème d'avoir des accords intergouvernementaux avec un directoire à deux, enfin un faux directoire parce que M. Sarkozy est tellement affaibli qu'il est obligé de suivre l'Allemagne constamment. Donc vous avez constamment, si vous voulez, affaibli les institutions européennes. Pas l'Allemagne ? Mais attendez, tout dépend de ce que François Hollande, nouveau président de la République, d'abord il aura une légitimité, ensuite nous mènerons une autre politique économique. Je pense qu'en maintenant cette autre politique économique de soutien à la croissance, de rétablissement de l'égalité en matière fiscale et en matière d'impôts, je pense que là, nous recréerons de la confiance. Et je pense que nous nous présenterons vis-à-vis de l'Allemagne, car bien sûr l'Allemagne, moi je déteste les propos de germanophobie, aussi bien ceux qu'a tenus M. Sarkozy en 2007 que ceux qui ont été tenus par certains socialistes récemment, je les ai condamnés fermement. Et l'Allemagne, d'abord sont des propos imbéciles parce que l'Allemagne restera notre principal partenaire et parce que, bien sûr, Mme Merkel, de toute façon, est là jusqu'en 2013. Donc il s'agit de se présenter non pas affaibli,
comme M. Sarkozy depuis maintenant des années, mais de se présenter avec un autre programme, une autre politique économique, dans lesquelles le rétablissement de la confiance se fera parce que nous rétablisserons l'égalité dans l'effort. Voilà. Nicolas Sarkozy affaibli. D'abord, je vous félicite d'avoir condamné les propos, sans les citer, de Mme Aubry, Bismarck, M. Montebourg, qui est un dangereux récidiviste. Mme Aubry a tenu des propos. Mme Aubry, première secrétaire du Parti Socialiste, vous ne pouvez pas dire ça, après ce que vous venez de dire à l'instant qui était encourageant. Mme Aubry, première secrétaire du Parti Socialiste, a tenu des propos qui ne sont pas à la hauteur d'une responsabilité d'un parti aussi important, d'un parti de gouvernement. Je ne pensais pas à Martine Aubry en vous parlant, sur cette partie des questions européennes, une socialiste éclairée, et je suis le premier à le reconnaître. Et c'est pour ça que c'est appréciable aussi d'avoir un débat avec vous, puisque nous parlons du fond et des modalités importantes de changement et de restauration de la confiance. On a des divergences sur un certain nombre de points, on a des points de convergence. Je ne partage pas votre analyse sur l'intergouvernemental, parce que votre discours il pourrait être pertinent si c'était la Commission qui avait pris la main, ou si c'était le Conseil européen qui avait pris la main. Qu'est-ce qu'il y a de plus légitime aujourd'hui dans ces institutions européennes, un peu secouées, il faut bien le dire, un peu secouées, et qui ont besoin de restaurer la confiance, que les chefs d'État ou de gouvernement qui, eux, sont légitimés par le processus électoral, quelle que soit la date. C'est quand même, à mon avis, ce qu'il y a de plus intéressant et ce qu'il y avait de plus précieux et de plus démocratique. Là, on est vraiment sur une question de fond. Je vous assure, je vous demande d'y réfléchir. Bientôt, on aura un tel fossé entre les citoyens et l'Europe qu'on n'arrivera plus rien à faire. Bon. Donc, il y a une double légitimité démocratique depuis le début en Europe. Vous avez c'est une fédération d'États-nations, comme dit très bien Jacques Delors. Vous avez la légitimité des États-nations qui s'exprime, en effet, à travers les chefs d'État et de gouvernement, eux-mêmes, à la condition qu'ils aient consulté leur Parlement suffisamment, ce qui ne se fait pas en France et très bien en Allemagne. Mais il y a cette légitimité des États-nations. Il y a une autre légitimité qui est celle de l'intérêt général européen et des citoyens européens à travers la Commission et le Parlement européen. C'est cette légitimité-là qui a été complètement mise de côté. Alors, si vous rompez cet équilibre, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y avait des propositions communes à l'ouverture du sommet, communes de M. Van Rompuy, président du Conseil européen, de M. Barroso, président de la Commission, que vous avez nommé, et de M. Juncker, qui est un de vos amis politiques. Bon. Qui ont été complètement balayés, précisément sur les eurobonds et sur le rôle de la Banque centrale. Monsieur Barbouin, pardon. Les eurobonds, nous l'avons dit, ça n'est pas la pierre philosophale de la réponse à la question de la crise. Mais nous ne disons pas ça, c'est important. Sur la solidarité, c'est très important pour mutualiser la dette. Il y a énormément de socialistes qui sont sur la ligne de... C'est très simple, on arrive au pouvoir, on fait les eurobonds, la question est réglée. On n'a jamais dit ça comme ça. Pour partie, certains. Les eurobonds, l'Allemagne n'en veut pas. C'est un fait. L'Allemagne étant le premier contributeur et la première économie de l'Europe, on ne peut pas non plus écarter d'un revers de la main cette position allemande. Et comme, et vous l'avez vécu vous-même, il faut définir le compromis. Alors, soit on a le choix entre le plus petit dénominateur commun, soit le plus grand des multiplicateurs communs. Et l'accord de vendredi, en ce sens, est historique, parce que c'est le plus grand des multiplicateurs communs, puisqu'il a répondu à la question de la gouvernance, à la question de l'organisation des sanctions et à la question du processus désormais de fonctionnement de la convergence fiscale, budgétaire, économique, à laquelle vous n'échapperez pas sous une forme ou sous une autre. Donc nous allons sur le chemin. Le Parlement, je vois juste terminer, le Parlement européen n'a pas été effacé dans cette affaire. Il est à l'origine d'une partie des propositions justement de la modification de la gouvernance et des sanctions. Il a voté à l'automne le six-pack gouvernance, qui en réalité préfigure le futur traité ou l'accord intergouvernemental. Donc il est au cœur du dispositif. Est-ce que ce n'est pas, question à l'un et à l'autre, un problème que le seul élément qui sort renforcé dans la crise, c'est le seul élément fédéral qui sort renforcé de la crise, c'est la Banque Centrale Européenne qui est indépendante, donc qui a quelques vertus, mais qui n'est pas du tout contrôlée ni par le Parlement, ni par les citoyens. Il faudrait un vrai gouvernement économique européen qui procède de cette double légitimité, qui fasse, bien entendu, respecter les disciplines budgétaires, et fiscales, bien entendu, mais qui fasse aussi beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire qui harmonise les fiscalités, les impôts, qui fasse de l'harmonisation sociale, qui relance surtout la croissance. C'est le principal problème. C'est pour ça que les marchés ont repris leurs attaques à partir de l'été. Donc ce problème-là, il est massif. Donc j'espère que vous allez demander aux banques des exigences et leur formuler des exigences précises. Et je pense, parce qu'on est quand même au 16e sommet de la dernière chance, 16e sommet,
depuis 2 ans qu'a éclaté la crise. C'est dire l'importance de cette crise. J'espère, mais je crains malheureusement, si vous voulez, qu'on ait fait que gagner encore du temps, d'avoir un répit. Bon, j'espère me tromper, j'espère qu'il n'y aura pas un 17e, un 18e, un 20e sommet. Ce qui est sûr, c'est que nous remettrons sur la table des propositions pour un vrai traité européen avec un véritable gouvernement économique, comme je viens de vous le dire, et qui assurera la légitimité démocratique. François Baroin. Je retiens notre échange, en tout cas que Mme Guigou est favorable à une harmonisation fiscale, donc je ne doute pas qu'elle votera les propositions franco-allemandes d'alignement de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, qui est plus faible en Allemagne, avec une assiette plus large. Mais tout dépend, on regardera de façon équilibrée. Voilà quelque chose sur lequel nous pourrons peut-être nous retrouver, en attendant le moment venu de nous retrouver sur la règle d'or. C'est votre conclusion? C'est ma conclusion, pour l'instant. Très bien. Écoutez, merci. C'était un premier débat consécutif à cet accord de Bruxelles. On voit bien qu'il y a une divergence sur la manière de prévoir la vie économique en France à partir du mois de mai, s'il y avait après la présidentielle. Vous avez une autre vision de la fiscalité, manifestement, que celle de François Baroin. Écoutez, on se retrouvera sans doute pour d'autres débats. Merci Madame Guigou de nous avoir rejoints en ce dimanche. On va marquer une pause et François Baroin, on finira l'émission avec l'After RMC avec Christophe Jacobicine.